l'Institut Beaulieu, caché derrière les grilles dorées d'un domaine boisé d'Île-de-France, incarnait depuis plus d'un siècle le sanctuaire de l'élite intellectuelle. En ce matin de février, le bâtiment de pierre grise résonnait comme à l'accoutumée des pas précipités d'élèves en uniforme et des voix assurées des professeurs. Mais dans le laboratoire de physique du 3e étage, l'ambiance était tout autre. Qui sait, peut-être que notre gardien peut nous aider cette fois. Lança le docteur élisamment, un sourire narquois sur les lèvres. Un éclat de rire suivit sa remarque. La pièce, baignée de lumière blanche, était tapissée de tableaux noirs couverts d'équations. Élise, droite dans son tailleur bleu marine, pointait du doigt une formule qui avait échappé à toute la classe. Lucas. Tu dois bien comprendre les équations différentielles partielles après avoir passé ta vie à effacer ces tableaux, non? L'homme visé était en train de passer la serpillière au fond de la salle. Lucas Red. 52 ans. Silencieux, les cheveux gris coupés courts, vêtu d'un uniforme de concierge passé et légèrement trop grand. Il leva brièvement les yeux. Pas pour répondre. Juste pour observer cette salle qu'il connaissait bien mieux que tous. Lucas serra le manche du balai. Ses doigts calleux blanchirent légèrement sous la pression. Les rires résonnaient encore. James Parker, un élève blond au regard hautain, souffla à son voisin. Il pense sûrement qu'un dérivé est un produit de nettoyage. Nouvelle vague de rire. Seule Sophie Chen, boursière issue d'un quartier populaire de Lyon, resta silencieuse. Elle observait attentivement. Quelque chose, dans les yeux de Lucas, clochait avec le rôle qu'on lui imposait. Un éclat. Une concentration. Une familiarité avec le tableau qu'aucun gardien ne devrait avoir. Élisamment, fier de son effet, croisa les bras. Allez Lucas, prouve-nous ta sagesse cachée. Nous avons tous hâte de découvrir le génie qui se cache derrière la serpillière. Le silence se fit. Lucas ne répondit pas. Il ne broncha pas tout de suite. Puis, sans un mot, il posa calmement son balai contre le mur et s'avança vers le tableau. Un frisson parcourut la salle. Il n'avait pas touché une craie depuis 22 ans. Lorsqu'il la prit entre ses doigts, un instant de flottement suspendit le temps. Puis, lentement, il commença à écrire. Les premiers traits furent hésitants. Mais très vite, sa main retrouva une assurance presque surnaturelle. Les équations se déployèrent avec une élégance et une rigueur qui firent taire les derniers rires. Les élèves se redressèrent. Sophie s'avança d'un pas, bouche entr'ouverte. Le docteur Amand, elle, blêmit. Ce qu'elle voyait n'avait rien d'improvisé. C'était brillant. Une solution parfaite. D'un problème que même elle n'avait pu résoudre. Lucas termina, reposa la craie. Un souffle sembla balayer la pièce. Ce n'est pas possible, balbutia Élise en s'approchant. Comment? À ce moment-là, le professeur Daniel Garcia, chimiste réputé, entra dans la salle, attiré par le silence inhabituel. Qu'est-ce que? Mon Dieu! C'est une solution à la version modifiée de l'équation de Schrödinger? Qui a fait ça? Lucas ne répondit pas. Il attrapa son balai et traversa la salle sans un mot, tandis que les élèves s'écartaient comme s'il assistait au passage d'une anomalie scientifique. Monsieur Reed, attendez, s'écria Sophie. J'ai encore les sanitaires du 2e étage à nettoyer, répondit-il, d'une voix douce, profonde, au timbre étrangement instruit. Le contraste entre la simplicité de sa réponse et la complexité du tableau derrière lui stupéfia tout le monde. Dans un silence tendu, Lucas sortit, sa silhouette se découpant dans l'embrasure de la porte comme une énigme. Le docteur Amand, blême, resta figé un moment. Puis, reprenant contenance, murmura. Il a sûrement déjà vu cette solution quelque part. Ce n'était qu'un tour. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce qu'elle avait vu n'était pas un mensonge. Et c'était justement cela qui la terrifiait. Ce soir-là, dans le réduit exigu de la buanderie, Lucas déverrouilla un vieux tiroir rouillé. Il en sortit une mallette en cuir, usée par le temps. Ses mains calleuses la caressèrent doucement. À l'intérieur, des diplômes jaunis, un certificat de doctorat en physique théorique, plusieurs lettres de distinction scientifique et une vieille photo. Celle d'un jeune homme noir souriant, au centre d'un laboratoire high-tech. C'était lui. Autrefois. Lucas Reed. Docteur en physique. Ancien chercheur à Princeton. Et à présent, concierge dans une école où on le traitait comme une ombre.
Il fixa longtemps la photo, les yeux brillants de souvenirs et d'amertume. Puis, dans un murmure à peine audible, il souffla. Peut-être qu'il est temps. La révélation fit l'effet d'une détonation silencieuse dans les murs feutrés de l'Institut Beaulieu. Le lendemain matin, des murmures circulaient dans les couloirs, plus puissants que n'importe quelle rumeur habituelle. On ne parlait plus des notes, ni du dernier scandale étudiant. Non. Tous les regards se tournaient désormais vers le vieil homme en bleu de travail. Lucas Reed, le concierge invisible, avait résolu un problème que même les meilleurs cerveaux de l'établissement jugeaient insoluble. « Tu crois que c'était un coup monté ?» questionna James Parker, les bras croisés, l'air mal à l'aise. « Non, » répondit Sophie en rangeant ses livres. « Ce n'était pas du bluff. Je l'ai vu écrire. Il ne copiait rien. Il maîtrisait. » Elle avait passé la nuit à réfléchir, incapable d'oublier la fluidité des gestes, la précision du raisonnement, l'élégance des symboles inscrits au tableau. Tout en Lucas trahissait un esprit entraîné, affûté par des années de pratique. Et pourtant, il n'était qu'un employé d'entretien. En salle des professeurs, le docteur Amand, d'habitude imperturbable, tournait en rond dans son bureau. Elle revoyait la solution. Elle avait pris une photo du tableau par habitude ou par instinct de survie. Elle l'avait analysé toute la nuit. Chaque ligne. Parfaite. Chaque transformation. Intelligente. Élégante. Exacte. Cela ne collait pas. Cela menaçait plus que sa réputation, cela ébranlait toute sa hiérarchie intellectuelle. « Je ne laisserai pas un concierge me ridiculiser », murmura-t-elle en composant un numéro sur son téléphone fixe. « Directeur Peterson ? Je pense qu'il y a quelque chose de très suspect ici. Il faut que je vous voie. » Mais d'autres forces étaient déjà en mouvement. Dans une salle informatique désertée, Sophie Chen et Theo Williams, l'un des rares élèves véritablement passionnés par la recherche, épluchaient des bases de données académiques. « Regarde ça », dit Theo en projetant un article jauni sur l'écran. Titre : Approche innovante de la résolution des équations de Schrödinger dans les systèmes quantiques complexes. Auteur, Dr Lucas Reed, Université de Princeton, publié en 1998 dans le Journal of Quantum Physics. Tu réalises ce que ça veut dire ? Demanda Theo. Ce type, c'est un ancien génie de la physique. Cité partout jusqu'en 2001. Puis plus rien. Silence radio. Qu'est-ce qui a causé sa disparition ? Murmura Sophie, les yeux rivés sur les articles. Ils fouillèrent, croisèrent les dates. Une réponse apparut, troublante. Il a été accusé de plagiat, par un autre physicien de renom. Walter Amand. Le nom tomba comme un coup près. C'était, le mari du docteur Élise Amand, lâcha Theo, incrédule. Sophie se leva lentement. Tu veux dire qu'elle savait ? Elle savait tout ça ? Au même moment, dans le bureau du directeur Peterson, Élise entrait, le regard dur. Mais elle ne s'attendait pas à y trouver les deux élèves déjà présents, accompagnés de deux membres du conseil d'administration. Docteur Amand, dit calmement Peterson, nous avons reçu ce matin un message d'un certain Joseph Hellman, ancien assistant de recherche à Princeton. Il dit avoir conservé des copies originales des travaux du docteur Lucas Reed. Il confirme que les recherches étaient bien de lui. Élise blêmit. Sophie se leva, tendant une tablette avec plusieurs documents affichés. Voici les preuves. Les équations, les schémas originaux, les brouillons signés. C'est lui qui a tout fait. Elle n'arrivait plus à parler. Son monde s'écroulait. Elle, héritière d'une lignée académique, avait menti. Elle avait bâti sa réputation ou plutôt, celle de son mari sur le vol d'un autre. Et cet autre était dans le bâtiment d'un accent grave côté, en train de nettoyer des couloirs. Dans un silence glacial, la porte s'ouvrit. Lucas entra. Il ne portait plus son uniforme. Juste une chemise simple et un pantalon noir. Sa posture était droite. Sa démarche, posée. Il s'arrêta, regarda chaque personne dans la pièce, puis fixa Élise. « Je crois que nous avons une conversation en attente, dit-il calmement. Elle ne dit rien. Vous et votre mari m'avez volé mon travail, poursuivit-il. Vous m'avez réduit au silence, à l'oubli. J'avais 30 ans. J'étais noir, sans fortune, sans réseau. Qui allait me croire face au prestigieux Walter Amand et à son épouse ? Alors j'ai survécu.
J'ai pris le seul travail qui me restait. Concierge. Et j'ai balayé vos couloirs en silence pendant 22 ans. Personne ne bougea. Même James Parker, qui avait assisté à la scène de la veille, était là. Son regard était baissé. Il ne souriait plus. Le directeur brisa le silence. Dr. Reed, pardonnez ma maladresse, mais, que devons-nous faire, maintenant? Lucas observa les documents sur la table, les visages tendus. Puis il s'approcha du tableau blanc dans le bureau et commença à écrire. Les équations s'enchaînèrent rapidement, plus complexes, plus audacieuses. Ce que personne ne sait, dit-il, c'est que le travail publié était incomplet. J'ai continué mes recherches. Pendant que je nettoyais les vitres. Pendant que vous m'ignoriez. Cette équation est la conclusion. Celle qu'on m'a volée. Élise Amand regardait, bouche entr'ouverte. Mon Dieu, vous avez résolu le paradoxe? Souffla-t-elle. Oui, confirma Lucas en reposant le marqueur. Puis il se tourna vers le directeur Peterson. À propos de votre offre. J'ai une contre-proposition. Dans le bureau du directeur Peterson, un silence dense suivit les mots de Lucas. Tous attendaient. Le docteur Élise Amand, toujours debout, semblait figé dans une tempête intérieure. Devant elle, l'équation que Lucas venait d'écrire s'étalait comme une condamnation irréfutable, la preuve vivante de sa trahison, et du génie qu'elle avait tenté d'éteindre. Lucas se tourna vers le directeur, le regard calme, sans arrogance, mais chargé d'une détermination inébranlable. Je ne souhaite pas un simple poste d'enseignant, dit-il. Ce que je veux, c'est la création d'un programme scientifique d'excellence réservé aux jeunes issus de milieux défavorisés. Une structure qui repère les talents invisibles et leur donne les moyens d'éclore. Et je veux que la moitié du financement initial provienne des fonds personnels de la famille Amand. Un murmure d'indignation traversa la pièce. Élise Amand recula d'un pas. C'est de l'extorsion, balbutia-t-elle. Non, Élise, répondit Lucas sans hausser le ton. C'est une restitution. Son regard ne quittait pas le sien. Ce que vous et votre mari m'avez pris, n'est pas seulement une carrière. Vous avez empêché des décennies d'innovation. Vous avez privé des générations d'esprits brillants des découvertes que j'aurais pu offrir. Il est temps de réparer cela. Le directeur Peterson hocha la tête, lentement. Il se tourna vers les membres du conseil. Aucun ne protesta. Très bien, dit-il. Ce programme sera lancé. À partir de ce jour, il s'appellera Initiative Reed pour la science inclusive. Un mois plus tard, les couloirs de l'Institut Beaulieu avaient changé. Ce qui avait été un bastion élitiste devint un lieu bourdonnant d'énergie nouvelle. Une aile du bâtiment, autrefois inutilisée, fut transformée en laboratoire ultramoderne. Lucas, désormais professeur Reed, dirigeait une classe inédite. Sophie, Théo, et même James Parker, tous rassemblés autour des mêmes bancs, unis non par leur origine, mais par leur soif de savoir. Professeur, dit Sophie un jour, les yeux brillants, je pense que j'ai trouvé un moyen de simplifier l'équation énergétique de notre modèle. Mais j'ai un souci avec l'ajustement du vecteur de stabilité. Lucas s'approcha, observa son tableau, puis sourit doucement. N'oublie pas, Sophie, que la physique quantique aime les paradoxes. Ce n'est pas un obstacle. C'est une invitation à voir autrement. Dans la salle des professeurs, Élise Amand signait à contre-cœur les documents finaux de financement du programme Reed. Son air supérieur avait disparu, remplacé par une froide résignation. Le directeur lui tendit le dernier formulaire. Vous devriez être reconnaissante qu'il ne vous ait pas poursuivi, dit-il sans détour. Il a été plus clément que beaucoup à sa place. Il a ruiné ma carrière, murmura-t-elle. Non. Vous l'avez fait vous-même. L'histoire de Lucas Reed, elle, avait quitté les murs de Beaulieu pour embraser tout le pays. Les journaux, les émissions de télévision, les universités, tous racontaient l'histoire de ce concierge devenu symbole de résilience et de justice académique. Un soir, lors d'une interview, un journaliste lui demanda « Comment avez-vous réussi à continuer vos recherches, alors que vous étiez totalement exclu du milieu ?» Lucas répondit en observant ses mains. « Mon esprit a toujours été libre. Même lorsque je lavais les sols, je visualisais les modèles. Même lorsque je portais des sacs poubelles, je construisais des hypothèses. La dignité ne dépend pas du poste qu'on occupe, mais de ce qu'on refuse de laisser mourir en nous.
Dans la cafétéria de l'Institut, James, le regard sérieux, s'adressa à Sophie et Théo. Je ne me suis jamais excusé. Pas vraiment. Pas seulement auprès de Lucas, mais aussi envers vous. Sophie leva les yeux. Pourquoi? Pour toutes ces fois où j'ai fait des blagues sur les boursiers, sur votre présence ici. J'étais, comme le docteur Amand. Je pensais que la valeur d'une personne se voyait à son nom de famille. Théo sourit, lui tendit la main. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. On avance ensemble. Et Lucas avançait aussi. Dans son laboratoire, il peaufina une dernière équation, fruit de 20 années de travail dans l'ombre. Une théorie sur la stabilité des champs quantiques. Une percée susceptible de transformer les technologies énergétiques futures. Un matin, Élise frappa à sa porte. Elle était méconnaissable, dépouillée de sa suffisance. Puis-je entrer, docteur Reed? Bien sûr, répondit-il, sans animosité. Je suis venu vous dire que je quitte l'Institut. Et, je suis venu m'excuser. Pas seulement pour ce que Walter et moi vous avons fait. Mais pour ce que je vous ai fait ce jour-là, en salle de classe. Lucas resta silencieux. Vous savez, dit-il enfin, le pire, ce n'était pas la perte de ma carrière. C'était de devoir taire ma fierté. Jour après jour. Quand des gens comme vous me traitaient comme si je n'étais même pas digne d'être vu. Je ne mérite pas votre pardon? Non, Élise. Ce n'est pas une question de mérite. Le pardon, je me le suis accordé à moi-même. Pour ne plus porter ce poids. Et elle partit, seule. 6 mois plus tard, dans un auditorium bondé, Lucas Reed reçut enfin ce que l'on avait tenté de lui voler, le prix Wolf de physique. Il le tenait entre ses mains, mais ses yeux ne brillaient pas pour la récompense. Ils étaient tournés vers le premier rang, où ses élèves l'acclamaient, fiers. La science nous enseigne que la matière et l'énergie ne disparaissent jamais, dit-il dans son discours. Elles se transforment. Il en va de même pour notre dignité. Elle peut être niée, enfouie, oubliée, mais elle ne disparaît jamais. Et lorsqu'elle renaît, elle est capable de transformer bien plus qu'une vie. Elle change des générations entières. Ce jour-là, la salle entière sut une chose. La valeur d'un être humain ne dépend jamais de son titre, de ses vêtements, ou de son passé. Mais de ce qu'il choisit de faire de sa vérité.